C'est un soulèvement. Un événement, un avènement. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Et je vais vous dire une confidence, puisqu'on est entre nous. Que la mer grise, l'océan, ou qu'elle soit bleue profonde, la vôtre, la Méditerranée, nous sentons tous une vague se forme. De nos espérances, nous sommes pris par les mêmes vertiges au-dessus du vide. Alors, nous observons la menace extérieure de l'invasion, la menace intérieure de la décomposition. C'est pourquoi vous êtes là si nombreux. On sait qu'à partir des élections présidentielles, c'est-à-dire après 2022, après le mois de mai 2022, il y aura une politique d'austérité qui va s'abattre sur la France, qui va être terrifiante, mais littéralement terrifiante. On rentre, si vous voulez, dans une nouvelle ère qui, sans doute, va être effectivement, en tout cas celle où tout le monde va être mis en esclavage. Voilà. Le puçage, par exemple, le puçage des individus, si j'ai bien compris, c'est pour demain. C'est ce que vous appelez le scénario P-Nation. Regardez. La surveillance des individus atteint un nouveau stade. Afin de maîtriser une population plus mobile que jamais, le puçage se généralise. Rapidement, une puce contient toutes les données médicales, financières et civiles de son porteur. Ceux qui la refusent pour des raisons idéologiques deviennent apatrides et se réfugient sur les côtes, s'ajoutant aux réfugiés climatiques. Refoulés en mer, ils décident de s'y installer pour s'inventer de nouvelles identités. La première nation post-territoriale émerge, la P-Nation, ou nation pirate. Le pire des scénarios, imagine des hyper-forteresses dans lesquelles vivront une partie de l'humanité. C'est quoi ce truc? C'est la fin des États? C'est surtout, alors, pour nos auteurs, c'était la fin de la guerre de mouvement. C'est-à-dire qu'ils sont partis du principe que pour lutter contre des armes qui vont à plus de 5 fois la vitesse du son, on dit Mach 5, eh bien les systèmes qu'on allait inventer pour protéger les villes, pour protéger les populations, allaient être tellement complexes, consommer tellement d'énergie que les frontières des pays allaient disparaître. Et les gens allaient s'enfermer dans des sortes de châteaux forts du futur où eh bien, vous auriez des zones de non-droit entre ces châteaux forts puisque ce serait quasiment impossible de s'y déplacer. Et donc vous n'auriez que des mafias ou des gens qui arrivent peut-être à vivre sous terre. Et là c'est marqué quand même 2030, c'est quand même... C'est demain. C'est demain. Oui, c'est demain et les récits sont vraiment glaçants parfois. Oui, oui. Tout le monde vivra dans des univers virtuels bourrés de fake news. C'est un peu le métaverse, hein. Oui, c'est ça. Hein. Et nos auteurs, ils l'ont sorti 6 mois avant l'annonce de Facebook. 6 mois avant l'annonce de Meta. Ils ont été très forts, mais encore une fois, le présent rattrape la science-fiction aujourd'hui, et on voit bien que ces environnements numériques, ils vont créer des problèmes demain, évidemment pour la population, mais pour les armées aussi. Et dans le scénario, alors sans tout dévoiler, parce que le livre est très complet sur ce point-là, il explique comment les armées n'arrivent plus à contacter les citoyens. C'est-à-dire qu'ils doivent évacuer des ressortissants et les citoyens sont dans leur environnement complètement coupé du monde et il y a des fake news qui arrivent et puis s'ils ne sont pas connectés, ils n'ont pas le droit aux soins et puis ils ne peuvent plus accéder à leurs amis, donc ils ne se déconnectent pas. Donc ça explique aussi comment, à quel point le citoyen demain sera totalement connecté et comment est-ce qu'on arrive à le déconnecter dans des conflits armés, c'est un vrai challenge. Alors, que ce soit le désordre aujourd'hui, je crois que c'est pas niable. Désordre des monnaies, désordre des cours des matières premières, désordre des marchés boursiers et désordre maintenant de l'économie réelle. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire international, c'est un ordre au sens monétaire d'abord.
En septembre 1988, janvier 1988, pardon, vous avez eu la revue des économistes qui a publié sur sa couverture un oiseau avec en fait un phénix. Alors il faut d'abord rappeler, pour s'y retrouver, et en fait il y a 4 dates. Alors comment on sait que c'est un phénix? Ah bah écoutez, on le voit tout de suite, on voit bien que c'est pas un pigeon ou un moineau, ça se voit tout de suite. Et d'ailleurs vous allez voir pourquoi, parce qu'il s'est indiqué sur ils en parlent dans le document. En fait il y a 4 dates à retenir. 1988, pour que les téléspectateurs nous suivent, 4 dates. 1988, 2012, 2020, 2021. Et je reprends. 1988, The Economist qui donc publie cette couverture avec un article qui accompagne ça. Tout ça c'est dans Archives du mondialisme et tout est traduit en français, où vous avez des billets de banque, dollars, etc. En fait, le monde de Bretton Woods, enfin le monde financier issu de Bretton Woods, 1944, qui est détruit, un chaos généralisé, et de ce chaos apparaît un oiseau, qui n'est pas un faisan, une autruche ou une tourterelle, mais un phénix. Et vous avez, quand on lit l'article, la volonté de mettre en place cette monnaie mondiale, appelée phénix, ça sera peut-être un autre nom, peu importe. Ils ne disent pas pour 2018, ils disent à l'horizon 2018. Donc ils disent ça en 1988 et à l'horizon 2018. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas de monnaie mondiale encore. Ah, mais si, ça commence à nous titiller les narines. Parce que 2012 arrive, et là vous avez les Jeux Olympiques de Londres. Et quand on regarde la clôture des Jeux Olympiques de Londres, qui est quand même... La cérémonie de clôture. Oui, la cérémonie de clôture, vous avez ça sur YouTube. Vous allez à la fin de la clôture des Jeux Olympiques de Londres. Vous avez une sphère qui apparaît avec des bâtonnets qui ressemblent étrangement à un virus. Vous avez un feu d'artifice, et quand il se dissipe, vous avez un immense oiseau qui apparaît, un phénix. 3e date, décembre 2020, où vous avez une réunion du FMI avec à sa tête donc Kristalina Georgieva pour la situation de la gouvernance mondiale après le Covid, et l'élément de décoration, c'est un virus qui éclate, façon alien, vous savez, le monstre qui sort d'une sorte de poche, et apparaît un immense oiseau, le phénix, avec des algorithmes, enfin tout ça c'est numérisé. Et là, je réponds à votre question, ça commence vraiment à être vu, puisque début mai 2021, toujours la revue The Economist a présenté sur sa couverture la monnaie numérique d'avenir. Et elle doit être décryptée parce qu'elle est terrible. D'abord, quand on la regarde, on voit qu'il y a la formule, ils ont repris la formule, vous savez, du dollar In God We Trust en In Tech We Trust. Vous avez un temple. Excusez-moi, on est en train donc de parler de la une du magazine The Economist de mai dernier. Là. De mai 2021. 8 mai 2021, qui est sorti il y a quelques semaines. Alors on voit sur cette couverture une pièce. Une pièce, voilà, qui est la monnaie numérique d'avenir. Donc, la formule In Tech We Trust qui remplace In God We Trust, qu'on voit sur le billet de $1 américain. Vous avez donc le temple, vous avez la pyramide avec l'œil maçonnique. Que veut dire d'ailleurs j'ai vu cette une, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que symbolise cette pyramide avec un œil à l'intérieur? Ah bah c'est l'œil... Parce qu'on a vu ça 1000 fois, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tout ça, c'est des références, entre autres, voilà, la maçonnerie, l'Égypte, l'œil d'Horus, etc. Qu'est-ce que ça présage? Ah ben, c'est réservé à une élite. D'ailleurs, quand vous regardez le billet de $1 américain, vous avez la pyramide, puis vous avez le haut de la pyramide qui est séparé de la base. De la base. Vous savez qu'il y a une élite qui flotte au-dessus du reste. Voilà. Et puis... Mais ça, c'est pas du dé... Enfin, j'entends déjà, vous êtes complotiste, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Bah écoutez, vous regardez le billet de $1 américain, je l'ai dans mon portefeuille, si vous voulez qu'on mette... Enfin, on peut l'inscrire Pourquoi ne pas inscrire le billet de $1 américain comme ça? Il y a, pour ceux qui auraient encore des doutes, et quand même un billet de $1 américain. Oui, mais qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment relié à cette idéologie mondialiste? Parce que les mondialistes ont un esprit tradit. C'est des traditionnalistes. Ce sont eux, ils connaissent pas le Vatican II. Il y a pas de changement. Ils ont une autre église. Il y a une permanence. Un continuum. Ah oui, on n'est jamais déçu avec eux. C'est même lassant. À la fin, c'est toujours. En fait, ils nous revendent toujours la même soupe avec différents angles. Bon. Alors cette pièce. Cette pièce. Donc, j'ai dit le temple, le triangle, l'œil, le truc classique, In Tech We Trust. Et puis au centre, vous avez une grande lettre majuscule, la lettre G, qui peut vouloir dire gouvernance, mais qui peut vouloir dire autre chose, et on va le dire d'ici une minute. Mais je demande aux personnes qui voient cette monnaie de regarder au centre de la lettre G, vous avez une puce électronique. Et dans cette politique de numérisation
et de contrôle des esprits, on va en parler avec Klaus Schwab et le Forum de Davos, cette puce électronique au milieu de la lettre G n'est pas innocente. Parce que... J'entends encore certains qui vont nous dire mais c'est un hasard, c'est l'illustrateur qui trouvait que ça faisait joli. Oui, mais enfin quand même... Je me fais l'avocat du... Mais c'est une nature, Pierre. Évidemment, je sais très bien, mais bien comprendre, les économistes, c'est tout sauf des boy scouts. Voilà. Ce sont des gros vicelards qui ont un plaisir à afficher, pour les initiés ou bien pour ceux qui ont l'esprit curieux, c'est-à-dire pas grand monde, des informations pour laisser un message. Et cette puce électronique, on voit bien, il y a une puce électronique au milieu de la lettre G, il y a une explication. Bon, lettre G, comme je vous l'ai dit, gouvernance. Mais dans cette volonté de contrôle des esprits, en tout cas de manipulation via la numérisation, il faut voir la lettre G aussi sous l'angle suivant, que cette lettre G correspond ou ressemble étrangement au ventricule de l'encéphale, qui est en forme de G et qui remonte en boucle. C'est une interprétation. Alors, c'est, disons, quand on compare cette coupe cérébrale et le ventricule en forme de G avec la lettre G qui est stylisée sur la pièce, il y a quand même un sérieux air de famille avec cette puce électronique au milieu. Quand on sait qu'il y a une volonté fanatique de la part de nos ennemis de tout nous contrôler, de la vie privée la plus intime, c'est pas l'effet du hasard, c'est un message. Mais nous contrôler, on voit, Pierre Hilard, on a vu récemment que les États-Unis, Israël et je crois même le Royaume-Uni allaient renoncer à ce fameux pass sanitaire dont on disait qu'il permettrait le contrôle des masses, etc. Donc comment vous expliquez que ces grandes démocraties renoncent à ce projet? J'aime bien cette grande démocratie. Ça. Les États-Unis, Israël et le Royaume-Uni, c'est des grandes démocraties. Oui, ça, on le dit sur BFM. Voyez-vous, d'abord, il faut dire qu'il y a des rivalités internes dans ces milieux-là. En fait, ils sont tous pour ce genre de projet. Vous savez déjà, le smartphone et un QR code, ça vous flique quelqu'un. Bon, après, qu'il y ait des variables au sein de ces pays, je sais que Elon Musk, sur certains domaines, n'est pas chaud. Elon Musk, rappelez qui est Elon Musk. Oui, qui est tout ce qui est Tesla et compagnie, tout ce qui est aérospatial. Mais il y a des rivalités internes, mais il n'empêche qu'ils veulent la même chose. Simplement, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, il y a des rivalités internes dans ces milieux-là. C'est l'enfer divisé contre lui-même, avec telle chose, je suis pour telle chose, moi je suis contre telle chose. Ils veulent la même, c'est le même objectif. Et le coût de cette monnaie numérique, en tout cas, elle est voulue, elle est partagée, elle est souhaitée par l'ensemble de ce milieu, de ces différentes factions oligarchiques, puisque vous avez en janvier 2020 le Forum de Davos, donc Klaus Schwab, qui a lancé ce qu'on appelle le CBDC, qui est le sigle en anglais pour Banque centrale des monnaies numériques. Et le pays qui a ouvert la voie, c'est la Chine, avec un yuan numérique, et c'est repris par l'euro numérique. Il y a quelques jours, la grande démocratie américaine, Pierre Bergerot, a annoncé qu'ils allaient lancer un dollar numérique. Et d'ailleurs, je lisais aussi sur BFM TV, puisqu'on en parlait, l'UE, en titre, l'UE va lancer un portefeuille numérique pour faciliter la vie des Européens. Et en chapeau, le petit texte qu'on a en haut de l'article, cet écosystème qui pourra rassembler des documents essentiels et des moyens de paiement ne sera pas obligatoire et promet d'être extra sécurisé. Bruxelles a présenté les plans mercredi 2 juin pour une mise en place d'ici 1 an. Donc ça sera extra sécurisé, aucun risque. Oui, ils nous aiment. Ils nous aiment et donc ils ne pensent qu'à ça. Bon, évidemment, c'est un flicage. Pas obligatoire non plus. Vous savez, on avait déjà entendu ça, pas obligatoire. Oui, pas obligatoire. Pour autre chose, mais oui, c'était Macron quand il parlait du vaccin qui... Bon, enfin bref, tout ça pour dire, mais bon, on en parlera de Macron. Macron est un gnome, est un agent du système, comme les Merkel, comme les Biden, comme les Johnson, etc. Bon. Et alors, pour revenir sur cette pièce, avant de faire une pause, Pierre Hilard, qu'on reprenne nos esprits, In Tech We Trust, donc qui remplace la devise américaine, In God We Trust. Oui. Pourquoi la tech vient remplacer Dieu? C'est l'orgueil humain classique. C'est ce qu'on entend avec Laurent Alexandre, avec Google, l'idéologie transhumaniste. Voilà, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire qu'en fait,
C'est l'influence de la gnose, où l'homme est une partie du divin et peut s'élever par ses propres forces pour atteindre un grand tout. Et le transhumanisme, avec la numérisation, l'intelligence artificielle, etc., en fait, c'est l'orgueil humain. Et j'entendais également Laurent Alexandre lors d'une émission animée par Fogg, Franz-Olivier Gisberg, à ses côtés Monsieur Attali, qui disait au fond la seule manière pour l'homme de devenir immortel physiquement, c'est de devenir une chose. Oui, c'est le transhumanisme. C'est en fait c'est l'anéantissement de la création. Je vous l'avais dit que dès qu'on essaye une expérimentation et qu'on dit oui, non mais c'est juste dans les laboratoires, ça finit par arriver. Et là, on parle de quoi? On parle des implants cérébraux, de puces électroniques directement dans notre cerveau. Évidemment, c'est une idée d'Elon Musk. Encore lui, son entreprise Neuralink vient de lancer vient d'avoir l'autorisation de lancer des tests sur des êtres humains. Alors, ils veulent lancer les essais cliniques. En fait, il est en train de recruter, là, un directeur d'essais cliniques. C'est une petite annonce qui a été publiée sur Internet, qui a été repérée par la presse américaine. Alors, si certains travaillent dans le secteur médical et que ça peut les intéresser, je cite l'annonce, le directeur d'essais cliniques, donc quelqu'un de chevronné, travaillera avec les médecins les plus innovants et des ingénieurs de haut niveau et les patients participant aux essais. Ce qui veut dire que, concrètement, les choses sont en train de se préciser autour de ce projet qui est probablement le plus fou, le plus vertigineux d'Elon Musk, qui est celui de relier notre cerveau à des ordinateurs. C'est une puce électronique qu'on implanterait dans le cerveau et qui permettrait de communiquer avec la machine, ce qu'on appelle des interfaces cerveau-machine. Alors avec une visée médicale dans un premier temps, je cite Elon Musk, la promesse est quand même dingue. Ça permettra à une personne paralysée d'utiliser un smartphone par la pensée plus rapidement que quelqu'un qui utilise ses pouces. Il suffirait de penser à une phrase pour qu'elle s'écrive sur l'écran du smartphone. En fait, on va capter avec cette puce électronique les signaux électriques qui sont envoyés par le cerveau et on va les retranscrire, alors sous forme de mots, mais aussi sous forme de mouvements. Et à terme, ce qu'imagine Elon Musk, c'est qu'on pourrait permettre à des personnes tétraplégiques, paraplégiques, à des personnes paralysées de marcher à nouveau, de retrouver une autonomie en termes de mouvement, ce qui paraît là encore complètement dingue. Alors, ils ont testé ça sur des animaux dans un premier temps, on en avait parlé, sur une truie dans un premier temps, sur un singe, on avait fait jouer un singe à des jeux vidéo, ping-pong, au jeu Pong, avec la simple force de sa pensée, ce qui était aussi complètement King Pong. C'était King Pong, très bon, pas mal, j'y avais pas pensé. Et ensuite, l'étape d'après, évidemment, ça va être de tester ça sur des êtres humains, à condition d'avoir les autorisations de la FDA, l'autorité américaine de la santé. Ils espèrent que ce sera le cas d'ici la fin de l'année et c'est pour ça qu'ils recrutent ce directeur d'essais cliniques. Alors, à des fins médicales, donc, on va pas s'arrêter là. Non, évidemment. Non, mais c'est ça. Alors, c'est tout le débat que ça va poser. C'est là que ça devient vertigineux. Entre eux, vous savez bien, homme réparé, homme augmenté. Homme réparé, c'est ce dont on vient de parler. C'est vrai que c'est incroyable pour les personnes handicapées. Le potentiel est dingue. Mais derrière, ce qu'imagine Elon Musk, et il l'a dit au tout début du projet, c'est que ces puces électroniques, elles pourraient permettre de doper notre activité cérébrale. L'homme augmenté. L'homme augmenté. Et pour lui, ce serait même, il va plus loin, le seul moyen pour nous, à terme, d'être compétitif, d'être concurrentiel face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc c'est ce qu'il imagine. Et alors il dit ce sera une petite opération, ça prendra même pas une nuit, vous resterez une nuit à l'hôpital, petite cicatrice derrière l'oreille, ça ne se verra pas parce que ce sera intégré vraiment dans le cerveau. Mais voilà, en tout cas il imagine qu'on sera des hommes cyborgs. Et puis je pense qu'il imagine aussi l'étape d'après, c'est de pouvoir transférer tout le contenu de votre mémoire sur un ordinateur pour être éternel. Mais ça c'est un autre sujet. Effectivement. Allez, avec Elon Musk, c'est toujours compliqué de dire d'ailleurs ce qui relève de la vraie avancée scientifique ou du marketing, du coup de bluff. C'est vrai. Alors, même si, il a quand même prouvé qu'il savait délivrer, comme on dit. Avec les fusées, les voitures. Les fusées, les voitures, il a quand même fait quelques trucs, Elon Musk. On y est. Bon. Mais c'est vrai que quand vous discutez avec des spécialistes des interfaces cerveau-machine, j'en connais certains, ils sont un petit peu sceptiques. Ils disent tout ça manque quand même de publications scientifiques sérieuses avec comité de lecture. Il faut qu'il nous prouve réellement, au-delà des vidéos très spectaculaires qu'il a publiées, que ça peut fonctionner. Cela dit, c'est pas un savant fou dans son laboratoire, et d'ailleurs il n'est pas le seul. Mark Zuckerberg également, Facebook, travaille eux aussi sur des interfaces cerveau-machine, et ce serait potentiellement, et ça nous ramène à notre sujet préféré du moment, un point d'entrée vers le métaverse. Merci Anthony Morel. Tout de suite, c'est Benoît Abdeldaïm.